Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir aujourd'hui sur la présentation du docteur Pascal Godefroy et faire le point ensemble sur la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. En effet, ces deux maladies résultent du même mécanisme physiopathologique. D'ailleurs, 70 à 90% des embolies pulmonaires sont dues à une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Ce mécanisme, c'est l'obstruction d'un vaisseau sanguin du système circulatoire veineux. Soit au niveau d'une veine distale profonde, et dans ce cas, c'est la phlébite, soit au niveau d'un vaisseau pulmonaire, et dans ce cas, c'est l'embolie pulmonaire. Leur diagnostic et leur prise en charge relèvent donc des mêmes stratégies. Alors nous n'évoquerons pas aujourd'hui les indications et les modalités de l'anticoagulation préventive, nous n'évoquerons pas non plus le cas des thromboses veineuses superficielles. Alors avant tout, il faut savoir que la phlébite et l'embolie pulmonaire sont favorisées par certains facteurs. On peut séparer ces facteurs en deux grandes catégories, des facteurs majeurs et des facteurs mineurs. Parmi chacune de ces catégories, on distinguera des facteurs permanents et des facteurs transitoires. Vous pouvez retrouver cette liste, bien sûr, dans la description de la vidéo. Ok, très bien. Je vais quand même télécharger la liste. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelle situation on doit penser à la phlébite ou à l'embolie pulmonaire? Eh bien, on pensera à la phlébite devant une douleur du mollet unilatérale, devant un œdème significatif, une chaleur ou une rougeur locale. En cas de cyanose plantaire ou de douleur à la palpation d'un trajet veineux, le classique signe de Homans n'est que très peu sensible ou spécifique. Alors on notera que les thromboses veineuses du membre supérieur peuvent également exister, bien que beaucoup moins fréquentes que celles des membres inférieurs. Elles sont également beaucoup moins emboligènes, elles surviennent souvent dans des contextes particuliers, par exemple de toxicomanie intraveineuse ou de dispositif médical intraveineux par exemple. On retiendra donc que les symptômes de la phlébite sont quand même peu spécifiques et souvent isolés. De ce fait, il y a de nombreux diagnostics différentiels possibles, comme bien sûr les résipelles, mais également une pathologie musculo-tendineuse, un hématome, une rupture de kyste poplité, un lymphœdème ou encore une insuffisance veineuse simple. Concernant l'embolie pulmonaire, il faudra l'évoquer devant une douleur thoracique, souvent plutôt de type pleural, augmentée à la toux et à l'inspiration. Devant une dyspnée, une tachycardie, une syncope ou encore une toux avec hémoptysie. Mais, de toute façon, l'embolie pulmonaire devra être systématiquement évoquée devant toute douleur thoracique et ou dyspnée, d'apparition brutale et d'aggravation rapide en l'absence de diagnostic alternatif évident. Mais là tu me vends pas du rêve, peu de signes spécifiques, beaucoup de diagnostics différentiels. Comment je fais pour être sûr de mon coup? C'est vrai que ce sont des diagnostics difficiles avec souvent des présentations atypiques. Du coup, il sera d'autant plus important d'être parfaitement méthodique dans la stratégie diagnostique. Et donc la première étape sera avant tout d'utiliser un score de probabilité clinique. C'est absolument indispensable. D'ailleurs, la non-utilisation de ces scores est corrélée à un nombre significativement supérieur de diagnostics inappropriés et de récidives dans le suivi des patients. Pour la thrombose veineuse profonde, on pourra utiliser par exemple le score de Hamilton ou le score de Wells. Pour l'embolie pulmonaire, on pourra également utiliser le score de Wells ou le score de Genève. Vous utilisez celui que vous préférez, ils sont soit sur papier, vous les trouvez sur internet, il y a même des applis smartphone, ils sont très simples à utiliser et aucun n'a fait la preuve de sa supériorité par rapport à l'autre. Tout le reste de votre démarche diagnostique et thérapeutique va découler de ce score de probabilité. En cas de probabilité faible ou intermédiaire, on réalisera un dosage des dédimères. Alors attention, il y a d'autres situations dans lesquelles les dédimères augmentent, comme dans le cas d'une infection, d'une inflammation, pendant la grossesse ou encore après une chirurgie récente, mais aussi avec l'âge. On utilisera donc comme seuil de détection la valeur de 500 microgrammes par litre pour les patients de moins de 50 ans. Au-delà de 50 ans, on multipliera l'âge par 10 pour obtenir le nouveau seuil de détection. L'intérêt majeur de ce dosage des dédimères, c'est que si leur valeur est inférieure au seuil de détection, la thrombose veineuse profonde et ou l'embolie pulmonaire sont exclus. Attention, si le dosage est supérieur à la valeur seuil attendue, et bien dans ce cas on ne peut pas conclure, il faudra donc un bilan complémentaire d'imagerie, soit par écho-doppler, soit par angioscanner. Enfin, si votre score de probabilité clinique indique une probabilité forte, alors dans ce cas, pas de dosage des dédimères, d'emblée, écho-doppler ou angioscanner. Le diagnostic de certitude se fera donc au moyen de deux examens d'imagerie. Premièrement, l'échographie Doppler en première intention qu'on essaiera d'obtenir le plus rapidement possible. C'est l'examen de référence du diagnostic
de la thrombose veineuse profonde. Cet examen peut être réalisé dans les 24 à 48 heures par un doppleriste en ville, sans problème, en l'absence bien sûr de signes de gravité, et si vous avez évidemment débuté immédiatement une anticoagulation efficace. Le deuxième examen d'imagerie, c'est l'angioscanner thoracique, et c'est l'examen de référence pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Ben voilà, parfait, ça me paraît relativement simple comme démarche. Par contre, est-ce qu'il y a des situations que je ne peux pas gérer au cabinet? Tout à fait. Dans certaines situations, il peut être nécessaire d'adresser le patient aux urgences, voire même d'appeler le SAMU pour discuter de la meilleure prise en charge et des modalités de transport jusqu'à l'hôpital. On adressera donc aux urgences les patients à forte probabilité clinique d'embolie pulmonaire ou ceux à probabilité faible ou intermédiaire avec des dimères positifs. Ceux pour qui on a une suspicion de thrombose veineuse profonde proximale, les patients avec des critères de gravité, c'est-à-dire un âge supérieur à 80 ans, des antécédents de cancer, d'insuffisance respiratoire ou cardiaque, mais également les patients insuffisants rénaux sévères, on va voir pourquoi, les patients dont les constantes sont perturbées. Enfin, on adressera à l'hôpital les patients dont la prise en charge en ville pourrait poser problème, notamment en raison par exemple d'un contexte psychosocial difficile. Le traitement des phlébites et embolies pulmonaires non graves repose donc sur les héparines de bas poids moléculaire et fondaparinux ou sur les nouveaux anticoagulants oraux. Attention, l'insuffisance rénale sévère est une contre-indication à l'utilisation d'une anticoagulation à dose curative. On fera donc systématiquement un dosage de la créatininémie et donc du débit de filtration glomérulaire, ainsi que des plaquettes avant toute mise en place d'un traitement anticoagulant. En cas d'insuffisance rénale sévère, il faudra utiliser de l'héparine non fractionnée et donc hospitaliser le patient. En l'absence de contre-indication, on débutera immédiatement le traitement anticoagulant à dose efficace si la probabilité clinique est forte ou si la probabilité clinique est faible ou intermédiaire avec des dédimères positifs dans l'attente de l'écho-doppler. Il y a deux schémas de traitement possibles. Le premier, dit classique, utilise les HBPM ou fondaparinux. Le traitement se fera par injection sous-cutanée avec une dose adaptée au poids du patient. On débutera le relais avec les antivitamines K dès le premier jour, sans cas de néoplasie. On recommandera aux patients un lever précoce et on prescrira une contention veineuse élastique pour 2 ans. Et les NACO, on peut s'en servir. Tout à fait, le rivaroxaban a d'ailleurs l'AMM pour les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires non graves. Dans ce cas, pas d'HBPM avant traitement ni même de chevauchement et pas besoin de surveillance plaquettaire. La posologie sera de 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours, puis un relais avec 20 mg jour en entretien. Les facteurs de risque et les causes de survenue de la thrombose veineuse profonde ou de l'embolie pulmonaire ont une grande importance dans le choix de la durée du traitement par anticoagulant. La durée de traitement sera ainsi variable de 6 semaines à 3 mois, voire 6 mois, voire plus. Je vous note ici le résumé des principales durées de traitement en fonction du type d'atteinte. Enfin, en fonction de différents critères, l'âge du patient, les modalités de survenue, les facteurs de risque, on envisagera de faire un bilan étiologique à la recherche d'un cancer sous-jacent éventuel ou encore d'une thrombophilie. Bah parfait, ça me paraît très clair tout ça. Donc si je devais résumer, je dirais 1. Score de probabilité clinique. 2. Urgence ou SAMU si j'ai des signes de gravité ou si j'ai besoin d'un angioscanner d'emblée. 3. Pas de signe de gravité et probabilité clinique faible ou intermédiaire, je fais les dédimères. 4. Dans le cadre de la phlébite, forte probabilité clinique ou dans les autres cas dédimères positifs, j'anticoagule à dose efficace en attendant le Doppler. 5. J'essaie d'avoir un Doppler le plus vite possible dans les 24 à 48 heures max pour confirmer mon diagnostic. Et 6. J'adapte mon traitement anticoagulant et sa durée au résultat du bilan. Et on n'oublie pas qu'en cas de phlébite sans signe de gravité, on peut tout prendre en charge en ville. C'est quand même beaucoup plus pratique pour le patient et ça facilite le boulot des collègues des urgences. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvé utile. Comme d'habitude, petit pouce vert, éventuellement petit pouce rouge. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, vous pourrez retrouver toutes nos vidéos. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à les commenter ou les partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, mais aussi et surtout sur notre tout nouveau tout beau site internet, staff5ami.fr. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et on se voit au prochain staff.